Mamadou Lamine Diallo, le président du mouvement Teki, député à l'Assemblée nationale, est l'invité du grand jury. Le Sénégal est-il dans les trous noirs de l'émergence, comme il l'a écrit il y a quelques années? Le pétrole, le gaz, l'électricité, la dette du Sénégal, la double nationalité, le Haut Conseil des collectivités territoriales et plusieurs autres sujets. Mamadou Lamine Diallo face à Mamoudou Ibra Kane, le grand jury. C'est ce dimanche, Mamadou Lamine Diallo face à Mamoudou Ibra Kane, le grand jury. C'est ce dimanche, 11h-12h. Sur RFM, la radio de toute l'actualité. Mesdames, Messieurs, bonjour. La voix de Mamadou Amar Ndione pour la bande-annonce. Merci à Antoine Diouf qui a animé votre émission pendant 3 dimanches. Ravi donc de vous retrouver. Bonjour Mamadou Lamine Diallo. Oui, bonjour Mamoudou Ibra Kane. Président du mouvement Teki, député à l'Assemblée nationale. Pourquoi Mamadou Lamine Diallo est devenu silencieux? Que propose-t-il pour le développement du Sénégal? Quel est son avenir politique? Beaucoup de questions qui vous ont été posées par nos auditeurs internautes, nombreux à réagir sur ma page Facebook. Les différentes questions témoignent de l'intérêt que les auditeurs ont pour vos propos. Ils attendent de vous des réponses dans un climat où l'actualité est dominée par des sujets politiques. Ensemble, nous traiterons des questions de l'émergence du Sénégal, de la gestion et l'exploitation du pétrole et du gaz, de la question de la nationalité et la prochaine élection présidentielle, mais aussi du Haut Conseil des collectivités territoriales qui suscite polémique et actualité oblige du cas Sonko. Si vous nous suivez, vous auditeurs, vous pouvez réagir via nos réseaux sociaux Facebook et Twitter avec le hashtag Grand Jury RFM ou directement via nos applications mobiles RFM Sénégal et aussi GFM et vous, disponibles sur Android et Apple Store. Merci Mamadou Lamine Diallo d'avoir accepté notre invitation. Oui, mais merci beaucoup de vous retrouver après un si long moment. Oui. J'en profite pour vous souhaiter en tout cas une bonne fête de Tabaski. Merci. En espérant que qui va arriver. qui va arriver et que tout le monde aura son mouton à un prix abordable. On l'espère vivement. La dernière fois que nous avons eu un face-à-face, vous me le disiez tout à l'heure, c'était en novembre 2011. Tout à fait, oui. Mamadou Lamine Diallo, vous êtes économiste, né en 1959, soit 1 an avant l'indépendance du Sénégal. Vous êtes ancien élève de l'école polytechnique de Paris et docteur en économie de l'école des mines de Paris. Après avoir travaillé à la Banque mondiale et la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, vous avez été conseiller technique chargé de l'économie et des infrastructures du cabinet du Premier ministre du Sénégal de 1994 à 2001. Vous avez écrit il y a quelques années un livre ayant pour titre « Le Sénégal, un lion économique, point d'interrogation ». Dans cet ouvrage paru aux éditions Cartala en 2004, vous souteniez que notre pays était dans les trous noirs de l'émergence quand le mot a commencé à sortir des bouches. Le Sénégal est-il toujours dans les trous noirs de l'émergence aujourd'hui encore? Merci beaucoup. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que en 2004, donc, je conduisais une réflexion sur la problématique de l'émergence du Sénégal. C'est un long travail que j'avais commencé depuis les années 90. Et pour répondre donc à votre question, je dois d'abord dire que aujourd'hui, en tout cas les élites politiques s'emparent de la question de l'émergence. Il y a le plan Sénégal émergent du président Macky Sall. On peut l'appeler comme ça si on veut. Et donc, de ce point de vue-là, certainement, il y a une avancée, puisqu'il y a une avancée dans le domaine des idées. Maintenant, est-ce que le Sénégal est sur la trajectoire de l'émergence? C'est la question qui se pose. Je vous la renvoie. Et donc, je voudrais pouvoir dire 2 ou 3 choses sur ce point précis. La première chose, j'ai utilisé il y a quelque temps une métaphore pour dire que quand on parle d'émergence, c'est comme si on a un train qui décide d'accélérer sa vitesse, de passer à 30 km/h, mettons à 100 km/h, et qui, arrivés dans des gares, ne s'arrêtent pas. Et ceux qui attendent dans les gares, donc, c'est-à-dire
les étudiants ou ceux qui ont été formés ou ceux qui veulent rentrer dans le marché du travail doivent se débrouiller pour s'accrocher dans les wagons et partir avec le train. Et donc, ça veut dire, premièrement, il faut savoir si les rails sont solides, si le train a un bon moteur, si le conducteur sait là où il doit aller, et sait conduire, et c'est là où il doit aller. Et donc, cette métaphore me paraît très, très simple, en tout cas pour comprendre ce dont il s'agit. Rapporté au pays, le conducteur sait-il conduire? Absolument. Et est-ce qu'il sait où il va? Oui, je vous pose la question. Voilà, c'est tout l'intérêt de votre invitation. Oui. Et bon, moi je crois, donc pour ramener ça peut-être en des termes peut-être plus techniques, déjà au départ, pour que nos auditeurs sachent de quoi il s'agit, fondamentalement, il faut augmenter la croissance économique, qui est structurellement au Sénégal de 3%, l'amener à 5, 7, 10% sur longue période. On est quand même à 6,5, hein? Oui, je reviendrai sur ce point. La croissance structurelle, j'ai dit. Et donc, c'est-à-dire la croissance de fond. Ouais. C'est ça l'enjeu. Depuis l'indépendance sous Senghor, on est à 3%. Et c'est-à-dire si vous avez des années où la pluviométrie est plus favorable, où vous avez des chocs positifs sur les prix des produits pétroliers, ça peut monter plus. Mais structurellement, ce que l'économie soutient, c'est ça qu'il faut regarder. Et donc, sur longue période, avec la réduction, si possible, des inégalités sociales et territoriales. Mais pour ça, vous avez besoin de fondations solides, des institutions et des piliers, des invariants. Et c'est ce que j'ai cherché à montrer dans le Sénégal, un lien économique, en 2004, en parcourant un peu les différentes filières et les différents secteurs. Oui, mais avant d'aller plus loin, c'est quand même important, parce qu'il y a une question première qui a été posée. Est-ce que le Sénégal est toujours dans les trous noirs de l'émergence, ou bien les choses ont évolué positivement? Je dis les choses ont évolué dans la mesure où une partie de l'élite s'interroge. Donc il y a un débat. Avant, il n'y en avait pas. Maintenant, il y a un débat. Le président de la République lui-même nous a demandé de débattre. Il parle de débat économique, mais je ne pense pas qu'il puisse soutenir lui personnellement ni en tant qu'institution un débat économique. Il s'agit d'un débat politique sur les choix de politique économique. C'est de cela dont il s'agit. Et donc, moi, je suis prêt à engager ce débat-là avec eux. Un débat de fond, d'ailleurs, je l'ai commencé. Toutes les semaines, je lui pose une question pour engager ce débat. Jusqu'à présent, il n'a pas réagi. Ma dernière question, d'ailleurs, c'était des questions relativement simples, mais de fond. La route Fatick-Kaolack, qui est une route économique fondamentale pour ce pays, où est-ce qu'on en est? Combien ça coûte avec Baratal ou Jean Lefebvre? Pourquoi ça traîne? Finalement, même l'affaire judiciaire qu'on a avec Barassal, comment ça s'est conclu? Il ne m'a pas encore répondu. J'ai posé d'autres questions. Et donc, ce débat, moi, je souhaite l'engager avec eux. Et j'ai même demandé à un moment donné au Premier ministre de venir débattre avec moi sur cette question, ce point précis, ce fameux taux de croissance de 2015 de 6,5%. Le ministre de l'économie, qui est plus un ministre chargé de la coopération internationale, il ne fait pas d'économie. Pourquoi il ne fait pas d'économie? Parce que d'abord, faire de l'économie, c'est fondamentalement, comme je vous ai dit tout à l'heure, se dire, voilà les moteurs par exemple. Pour prendre un exemple, lui-même il dit qu'il veut allumer des moteurs. Il parle d'habitat social, d'agriculture, etc. Ces moteurs-là, si je veux les allumer, quelles sont les réformes dont j'ai besoin? Quel est le système incitatif que je dois mettre en place? C'est ça faire de l'économie aujourd'hui au Sénégal. Mais c'est pas voyager, aller voir la Chine, la Turquie en disant, moi j'ai tel projet, j'ai le centre Abdou Diouf, est-ce que vous pouvez me le financer? Ça, c'est pas faire de l'économie. Le directeur de la coopération internationale, c'est faire ça. On n'a pas besoin de politique pour ça. On n'a pas besoin de politique pour faire l'échangeur de la Padoie. Les directeurs de l'administration savent faire. Donc, faire de l'économie, c'est de ça là. Et donc, discuter des choix à partir de ce moment-là. Alors, oui, faire de l'économie, c'est aussi savoir mobiliser de l'argent. Il met sur la table que la requête de financement du PSE, par exemple, a été satisfaite, mais très largement. Ouais, non, en termes de mobilisation de ressources. Mais c'est de la communication. Oui. C'est de la communication. Parce que d'abord, encore une fois, mobiliser les ressources, ce n'est pas un problème. Ce qui est plus important, c'est où on va mettre les ressources. Est-ce que là où on les met, c'est ça qui va soutenir la croissance, l'économie du pays? Est-ce qu'on va créer les emplois qu'il faut? N'est-ce pas? C'est cela. Un budget de 3 000 milliards de francs CFA
en 2016. Est-ce que vous avez le sentiment justement que ce budget répond à ces attentes? Pas du tout, encore une fois, mais parce que, encore une fois, les objectifs ne sont pas clairs. Le budget de 3 000 milliards, je l'ai dit et répété, il y a une partie, ce sont les recettes. Donc ça, les recettes fiscales et les recettes non fiscales, vous voyez peut-être des recettes exceptionnelles, ça arrive de temps en temps, comme l'affaire des 100 milliards de la Sonatel, mais on est vers 1600, 1700 milliards. Les restes, on les emprunte. On les emprunte, et souvent à un coût élevé, 7%. Ça, il faut que les Sénégalais le comprennent. Et le ministre, il additionne tout ça, il fait de la publicité, on a l'impression que tout marche très bien. Non. Aujourd'hui, on en parlera certainement, l'endettement du Sénégal. On parlera de la dette tout à l'heure. Donc je reviens sur la question de l'émergence, parce que c'est ça qui vous intéresse. Oui, mais non, vous avez tout à l'heure dit que vous défiez justement pour un débat, un face-à-face, le Premier ministre, ou tout au moins le ministre de l'économie, sur le taux de croissance de 6,5%. Oui, parce qu'en réalité, moi, je conteste ce chiffre-là. Il est basé sur le fait qu'en 2015, le dernier trimestre, ils ont 22% dans l'agriculture. Donc, porté principalement par le riz et les autres cultures. Moi, j'en doute. Je leur ai dit, on regarde un peu ce qui a été importé. Et quand on regarde, bon, il y a d'autres gens qui sont plus spécialistes que moi, ils disent qu'on n'a pas produit plus de 500 000 tonnes de riz l'année dernière. Mais ça, c'est une première question. Ça, c'est la question, je dois dire, c'est la première. Elle n'est pas fondamentale, mais il faut en discuter. De toute façon, la NSD va clarifier le problème à un moment donné. Deuxièmement, est-ce que ça, là, ce n'est pas dû à un phénomène conjoncturel? On a une bonne pluviométrie, et parce que également, il y a une baisse des prix des produits pétroliers. On a un choc positif. Aujourd'hui, la conjoncture est favorable pour Macky Sall. Alors, si cette conjoncture change, est-ce qu'on va tenir? Ça, c'est le second point du débat. Troisième point du débat, s'il y a croissance, eh bien, ça profite à qui? Ces revenus-là sont distribués et quelles sont les couches, les catégories sociales qui en bénéficient? Et trivialement, je dis d'ailleurs, qu'est-ce qui mange cette croissance? Voilà les 3 points qu'il faut discuter avec eux. Et manifestement, ils ne veulent pas en discuter. Pourquoi? Qui est-ce qui mange cette croissance? On vous dira la bourse de sécurité familiale, on vous dira qu'il y a un mieux dans le domaine de la fourniture de l'électricité, on vous dira qu'il y a la couverture maladie universelle, on vous dira qu'il y a eu 240 000 emplois créés entre 2012 et 2016. Je répète un peu les arguments du gouvernement. Hein? Oui, bon, ils ne veulent pas en débattre. Mais d'abord, si c'est les bourses familiales, ça, on emprunte à 7% pour donner 25 000 francs à des familles. J'estime que quand c'est 50 000 familles, on peut estimer qu'on va voir comment ces familles vont sortir de la pauvreté. Mais quand c'est 300 000 familles, ce n'est pas sérieux. C'est manifestement une histoire électoraliste pour avoir une clientèle bien captée. C'est d'ailleurs le sens de la réforme du fichier électoral que veut mener le gouvernement. Arriver donc à circonscrire ces 300 000 familles, les transformer plus ou moins en valets de Macky Sall et s'assurer avec ces 300 000 d'avoir 1 million 200 000 votes lors de la prochaine élection présidentielle. Vous pensez qu'on peut acheter comme ça les Sénégalais? J'espère que non. Ils sont quand même fiers, ils sont quand même... On va leur dire... Est-ce qu'il ne faut pas aller au-delà quand même de cela? Mamadou Lamine Diallo, la bourse de sécurité familiale, c'est quand même quelque chose de sérieux, non? Non, bien? Pourquoi ce n'est pas sérieux? Je vais vous dire. Je vais vous dire pourquoi ce n'est pas sérieux. Il y a une proposition qui a été faite, même pas par moi, par un ministre de la République, Mme Aminata Mbengue Ndiaye, puisqu'on parle de Tabaski. Elle dit, autant acheter des ruminants à ces familles pour leur permettre d'avoir un actif qui soit productif. Le gouvernement n'en veut pas. Ça, c'est beaucoup plus utile économiquement. Parce que si vous voulez sortir les gens de la pauvreté, il faut leur donner les moyens de créer des revenus supplémentaires. Et ça se fait avec des actifs. Moi, je leur ai proposé même à un moment donné, si c'est cela, comme les gens cuisinent tous les jours, pourquoi ne pas leur acheter, leur donner des fourneaux qui économisent l'énergie, les fourneaux Diambar, là. Et ça permettra à l'artisanat de se développer. L'argent va tourner, le gouvernement n'en veut pas. Il préfère, chaque mois, que ces gens fassent la queue devant les Wari pour récupérer les 25 000, en tout cas tous les 3 mois. Économiquement, ce programme-là ne s'entend plus. Quand c'est à petite échelle, pour voir effectivement si on injecte de la monnaie dans des familles, elles vont se comporter de telle sorte qu'elles pourront sortir dans un horizon de temps bien déterminé de la pauvreté ou de l'extrême pauvreté, parce que c'est de cela dont il s'agit. Ça, c'est compréhensible comme programme économique.
Mais lorsque, sans avoir fait ça, et donc passer à 300 000 familles, c'est purement clientéliste, c'est purement électoraliste. J'en reviens à ce que je voulais dire. Pourquoi Macky ne peut pas élaborer un programme pour l'émergence? Quand on lit le PSE, c'est touffu d'incohérence, parce qu'en réalité, on a mélangé plusieurs choses. Il y avait le document de politique d'Abdoulaye Wade, de réduction de la pauvreté, qu'on discute avec les bailleurs de fonds. C'est pourquoi d'ailleurs les bailleurs de fonds soutiennent le PSE, parce que la base est là. Ils ont 400 milliards qu'ils donnent plus ou moins chaque année dans le budget. Et ça, ce sont les programmes qui sont négociés. C'est pourquoi je parle le ministre. Je dis que le ministre fait de la coopération internationale. Ça, on sait faire. Ça existe. Cette base-là n'a pas changé. On a réécrit ça avec les fameux 3 axes de Macky Sall. Et puis, on y a rajouté 27 projets phares. 27 projets phares. Où ça va de la stratégie d'approvisionnement du pétrole à la construction de centres artisanaux, de développement de l'agriculture familiale, sans hiérarchisation, sans priorité, vraiment sans étude. D'ailleurs, aujourd'hui, le gouvernement a une rubrique là qu'ils appellent dans le budget, qui mettent de côté la réserve budgétaire du ministre, de 50 milliards, c'est passé à peut-être 80 milliards, tout ça pour préparer donc ces fameux projets d'investissement. Et donc, en vérité, c'est pourquoi moi je n'étais pas d'accord avec eux. C'est que lorsque vous arrivez au pouvoir et que vous voyez qu'il y a effectivement un déficit budgétaire important, parce que avec Abdoulaye Wade, la macroéconomie, c'est pas son problème, il fait ce qu'il veut, forcément on passe à un programme de transition. C'est ça, Macky ne veut pas entendre parler de ça. Il faut aller à un programme de transition. Qu'est-ce que vous voulez dire? À partir de 2012, un programme qui permet effectivement de voir quelles urgences il faut régler, quelles sont les réformes fondamentales, et à partir les réformes fondamentales, pour savoir, disons, pour nous conduire à... parce que vous dites que vous voulez passer à l'émergence. Donc ça dit vous voulez passer de 30 km à l'heure à 70-100. Donc les rails, par exemple, doivent être plus solides. Et donc, vous avez besoin effectivement d'une transition pour passer d'un régime de croissance à un autre. Mais les urgences, on savait à l'époque, Maud Lamine Diallo, oui. Après l'alternance de 2012, il fallait même payer les salaires, ce qui n'était pas garanti. Non, selon des informations jamais démenties, la France a même aidé à payer les salaires. Il fallait financer la campagne agricole cette année-là en 2012. C'est les urgences. Ce n'était pas évident, non? Non, ce n'était pas compliqué à faire, oui. Parce qu'il faut réorganiser le budget. On l'a fait en 2012. Ça, c'est pas compliqué. Oui. Le Sénégal a traversé des moments plus difficiles quand même. On a eu 93, etc. Bien sûr, on est bien d'accord. Donc on sait faire ce genre de choses. Oui. Mais ayant fait ça, vous ne pouvez pas tout de suite dire, moi je passe à l'émergence, et je vais régler les problèmes. Plus la réduction du déficit qui était important, le déficit budgétaire. Oui, c'est lié à ça. Oui. C'est ce que vous êtes en train de dire. Oui. C'est une autre façon de le dire. C'est ça. Et donc, moi, j'ai soutenu ce programme en 2012. Le programme, l'argent qu'il faut injecter dans le monde rural, la lutte contre les inondations, tout cela était important. Nous l'avons fait. Mais à partir de ce moment-là, de 2013, ils sont allés dans tous les sens. Parce que, d'abord, il y a un certain nombre de projets qui étaient importants qu'il fallait terminer. L'aéroport de Ndias, par exemple, où Wade a déjà mis 500 millions d'euros. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Vous allez l'abandonner? Ça n'a pas de sens, c'est pas logique. Et aujourd'hui, on est en train de courir derrière ça. On termine l'autoroute. On ne peut pas mettre en pratique, on ne peut pas ouvrir l'autoroute parce que l'aéroport, c'est pas prêt. Je veux dire, ça c'est pas du travail, ce n'est pas sérieux. Oui, et de ce point de vue, quand même, il y a peut-être là un problème de vision. Il y a un problème de vision. Mais c'est clair, Macky ne peut pas avoir de vision, je vous ai dit. Non, sur ce cas précis. De manière générale. Parce que l'aéroport doit être prêt pour donner tout son sens et toute son importance au prolongement de l'autoroute à péage. On est bien d'accord. Assurément. Mais au-delà de ça, je rappelle que Maud Lamine Diallo est l'invité du grand jury. Pourquoi le Sénégal, même avec le plan Sénégal émergent, pourquoi selon vous, le Sénégal a du mal à être sur les rampes de l'émergence, après quand même une émergence politique? On a réussi plusieurs alternances démocratiques. Oui, alors moi, je réponds en détail. Dans le Sénégal, un lion économique. Oui. Aujourd'hui, je vous dis, d'abord, il faut des fondations. Les institutions. Macky, pour lui, ce n'est pas un problème. Et alors que pour tout le monde, c'est un problème. On a travaillé longtemps dans les assises nationales pour dire on a un problème institutionnel. Vous ne pouvez pas faire de l'économie sans des institutions légitimes, solides. Ça, c'est déjà un gros problème. On a étudié ça dans les assises nationales, on a consigné ça dans la charte de gouvernance démocratique des assises nationales. Macky Sall s'est assis sur tout cela.
Et donc, les institutions, c'est l'élément de confiance dans la société. Ça, c'est pas réglé encore. C'est pas son bricolage de sa constitution qui va régler le problème. Mais ensuite, il faut s'attaquer aux piliers. Quels sont les piliers? Il ne le sait pas. Il confond pilier et moteur. Hein, je l'ai entendu dire l'autre jour, je dois faire du secteur informel un pilier, mais j'ai sauté au plafond. Le secteur informel ne peut pas continuer à être comme il est. Il doit être réformé, transformé. C'est évident. Donc, ça ne peut pas être un pilier. Tout cela n'est pas clair dans sa tête. Oui, un président avait dit qu'il était le premier informel du pays. Oui, c'est lui qui l'a formé d'ailleurs. Et c'est ce qui est triste. Et donc, voyez-vous, il ne sait pas où il va. Moi, je leur avais dit, on fait un programme de transition. Où on règle les problèmes d'urgence, on discute de savoir comment le Sénégal va faire ses réformes institutionnelles, quels sont les piliers, notamment l'école, l'éducation, ce sont des questions fondamentales qu'il faut régler. Sinon, vous ne pouvez pas passer à l'émergence, vous ne pouvez pas soutenir une croissance de 10%, ce n'est pas possible. Donc, on tourne en rond. Et donc, pour répondre donc à votre question, eh bien, on n'est pas encore sorti des trous noirs de l'émergence, en pratique. Ce qui est vrai, par contre, c'est qu'on en discute, on en débat, et ça devient du folklore, parce que j'entends Agnam émergent, Tchadia émergent, donc ça va dans tous les sens. Mais au moins, ça pose le débat. Quels sont les points forts et les points faibles, finalement, du Sénégal pour aspirer à l'émergence économique que nous tous souhaitons? Ouais, mais d'abord, il faut avoir une élite politique émergente. Je le dis souvent d'ailleurs. Pour avoir l'émergence, ce sont les hommes, ce sont les hommes et les femmes. Il faut dans une force de travail d'un pays, d'un territoire donné, je dis souvent 5%. 5% de 5 millions, voyez-vous, ça fait beaucoup au Sénégal de personnes, d'abord qui sont patriotes, de personnes qui croient à l'esprit scientifique, qui ne croient pas aux charités du vendredi et du samedi pour pouvoir transformer la réalité, des personnes capables de travailler. Et cela encore, au Sénégal, on n'en est pas encore là. Il faut voir commencer, surtout dans la classe politique. Et donc, il faut pouvoir faire donc les réformes que nous avons proposées dans les assises nationales. Il faut les faire parce que c'est ça le consensus. Et ensuite, il faut s'attaquer aux piliers. Quand on a fait ça, et un des piliers importants dont on ne parle jamais, c'est la finance. Aujourd'hui, elle est totalement extravertie dans ce pays-là. Elle ne sert pas une politique économique nationale. C'est évident, puisqu'elle est contrôlée par les forces extérieures. Donc, voilà un certain nombre de choses qu'il faut régler au préalable. C'est pourquoi on parlait de programme de transition dans les assises nationales, et c'est cette transition-là qui va nous permettre effectivement de mettre le Sénégal sur les rails de la croissance et de l'émergence. Question réseaux sociaux, Kossam Karafo Ngaïdé des États-Unis. Ne pensez-vous pas, Mamoud Lamine Diallo, que le Sénégal a été ralenti dans son décollage économique depuis 1962 avec le modèle de développement initié par Feu Mamadou Dia? Le développement n'est-il pas d'abord un bon qualitatif mental avant d'être un gain économique pur? Si oui, ne pensez-vous pas que la société sénégalaise a enfui en elle des pesanteurs objectives que les intellectuels comme vous, ils vous désignent, prennent du temps et ou hésitent ou s'abstiennent à évoquer? Je pense que c'est un peu long, mais enfin... Oui, Mamadou Dia d'abord. Est-ce que c'est pas là que le Sénégal a raté son décollage économique? Je ne sais pas trop. S'il dit que c'est la faute à Mamadou Dia ou c'est la faute à Senghor. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que Mamadou Dia, c'est un grand quelqu'un. Moi, j'ai lu ses ouvrages. Il a des idées assez précises sur un certain nombre de choses. Sûrement, c'est pas la faute à Mamadou Dia selon lui, puisqu'il dit, il parle du modèle de développement initié par Feu Mamadou Dia. Dans tous les cas, politiquement, ce que voulait faire Mamadou Dia, on le sait, c'est les coopératives, c'est le développement avec l'agriculture autocentrée, etc. Il y a des forces politiques qui se sont opposées à lui, et notamment de la Chambre de commerce, etc. Et il a perdu le pouvoir. Moi, en tout cas, ce que je note à partir de ce moment-là, on a viré vers un présidentialisme absolu, qui aujourd'hui pose problème. Et c'est pourquoi... Je vous disais tantôt, les réformes institutionnelles sont importantes pour rééquilibrer les pouvoirs. Moi, je ne crois pas au présidentialisme absolu, où Macky, aujourd'hui, a l'intelligence suprême, comme si c'était Dieu sur terre, qui sait tout. Et donc, celui qui n'est pas d'accord avec lui, il va vous amener à Kédougou, comme nous menace Moustapha Cissé Lo, et sans doute, parce qu'ils n'aiment pas Mamadou Dia. Macky Sall avait déjà écrit il y a quelques années quelque chose de terrible contre Mamadou Dia, et peut-être que Mamadou Dia également était à Kédougou. Donc, moi, je crois que déjà sur ce problème-là, des institutions, la question du présidentialisme est posée. Maintenant, sur la question des valeurs,
J'évoque ça dans mon premier ouvrage. Objectifs. Ouais, les présenteurs objectifs. Ouais. Quand j'évoque ça, les Africains sauveront-ils l'Afrique? Je parle par exemple de la compétition négative qu'il y a dans nos sociétés, qui est inacceptable, qu'il faut éliminer. Il y a effectivement un certain nombre de choses, des valeurs qui sont contre-productives, que nous connaissons très bien et qu'il faut pouvoir dépasser, qui sont dans notre culture, mais la culture a vocation à évoluer. De ce point de vue-là, il ne peut pas me reprocher, moi, de ne pas le dire, puisque je l'ai écrit. Et je me bats sur ça, c'est pourquoi d'ailleurs nous parlons d'émergence citoyenne, nous parlons de la citoyenneté, des valeurs nouvelles qui doivent porter le Sénégal. C'est dans le programme de Tekki, les valeurs de courage patriotique, le respect des institutions, etc. Donc tout cela, je pense, fait partie donc de l'ensemble institutionnel dont j'ai parlé tout à l'heure, et c'est assez bien développé, c'est assez bien consigné dans les assises nationales et dans la charte de gouvernance démocratique, en tout cas pour la partie consensuelle. Oui, je rappelle que vous suivez l'émission Le Grand Jury qui reçoit ce dimanche Mamadou Lamine Diallo, président du mouvement Tekki, député à l'Assemblée nationale. Il est également économiste. Il a écrit il y a quelques années Le Sénégal, un lion économique, livre dans lequel il parle beaucoup de l'émergence. On va parler de l'économie sénégalaise telle que vous la percevez là. Aujourd'hui, grisaille ou embellie? D'abord, il faut dire que nous bénéficions, Macky bénéficie d'une conjoncture favorable. Une bonne pluviométrie, baisse des prix des produits pétroliers. C'est important ça. Le Sénégal bénéficie. Comme ça, on ne personnalise pas, n'est-ce pas? Non, c'est lui qui bénéficie. C'est pour le bien du Sénégal, non? Oui, mais c'est capté par qui? Aujourd'hui, on a 69 familles, les Salles, les Failles, les Timbo, les Ngom, là, 69 familles que nous avons dénombrées, qui profitent de ça, qui ont des revenus de plus de 10 millions par mois, qui donnent des billets à la Mecque, là, pour corrompre socialement donc les populations. Si c'est ça, et une partie, donc, évidemment, par les compagnies... est assez grave. Hein. Ben, c'est très grave. Que les ressources du pays sont captées, absolument. Et vous avez des éléments vraiment ben, pour le prouver. C'est 69 familles, absolument, qui gagnent 10 millions par mois. Si vous avez gagné 10 millions par mois de revenus, les DG de Macky Sall, c'est évident, ça se voit. Les inégalités sociales sont là. Et puis ça fait toutes les ressources du Sénégal. Ça. Non, ça capte, non pas toutes, parce qu'effectivement, sinon ce serait la catastrophe. Hein, vous ne pouvez pas imaginer ça, il n'y aurait pas eu de demande. Ça c'est embelli là. C'est embelli. Et qui permet aujourd'hui d'aller à plus de 3%, d'aller à 5% de croissance économique. Ça me paraît tout à fait faisable. C'est les 6,5 que je conteste, en disant qu'on est plus proche de 5 que de 6,5. Parce que ce qu'ils prétendent dans l'agriculture, moi je n'ai pas vu ça. Et donc, de toute façon, on va continuer le débat. Mais cette croissance qui existe, elle est mangée par... Enfin, en tout cas, ce surplus de croissance, elle est mangée par une petite aristocratie de l'APR et de la famille du président. C'est ça qui est réel au Sénégal aujourd'hui. Et c'est pourquoi, effectivement, les gens ont tendance à dire que, eh bien, l'argent ne circule pas parce que, effectivement, la consommation des gens donc, en prend un coup. Ça, c'est un fait. Deuxièmement, le déficit budgétaire, il reste important. Il est même beaucoup plus important qu'il ne le dit. Les 4% là. Parce que vous ne pouvez pas avoir un écart entre le déficit de la balance des paiements, ce qu'on appelle le déficit courant, qui est de l'ordre de 10%, hein, et celui du déficit budgétaire qui est de l'ordre de 4%. Quand j'étais jeune, on parlait de déficit jumeau dans les pays à taux de change fixe. Donc, ça ne doit pas être trop éloigné. Et le ministre, s'il le dit, c'est qu'il cache des arriérés. Jusqu'à présent, je n'ai pas voulu le dire publiquement, mais c'est vrai. C'est clair qu'ils ont des arriérés qu'ils cachent. Ça, c'est un fait. Des arriérés de quoi? Des arriérés de l'État. Ils doivent de l'argent à des gens qu'ils cachent et ça ne sort pas dans le budget. C'est évident. Sinon, il ne peut pas avoir cet écart-là sur longue période. Ce n'est pas possible. Deuxièmement, donc le déficit courant, il est là. Il ne diminue pas. Évidemment, ça c'est clair. Alors, évidemment, dans le domaine des prix, comme je vous ai dit, nous avons donc une conjoncture favorable, ce qui fait que l'inflation, aujourd'hui, elle est relativement basse. Ça, c'est pour la macroéconomie. Mais en termes d'emploi, le chômage est massif. Aujourd'hui, les emplois dont il parle, c'est essentiellement dans le secteur informel. Sinon, les autres emplois dans le secteur moderne, c'est les emplois aidés, soutenus par le déficit budgétaire et l'endettement de Macky Sall, l'endettement de son gouvernement. Ce sont les 10 000 agents, les ASP, ceux qu'on recrute dans la fonction publique. Vous le savez vous-même, avoir un stage dans le secteur moderne ici, c'est extrêmement difficile. De quelle croissance nouvelle, structurelle parle-t-on? Ce n'est pas vrai, c'est faux. Et donc, on est toujours en réalité dans le même régime de croissance sous Abdoulaye Wade.
et qui est là. Et c'est ça la réalité, Mamoudou Ibra Kane. Je suis désolé. Et donc, oui. À côté du débat sur la croissance, il y a le débat sur l'endettement du Sénégal. Une dette estimée aujourd'hui à 4 700 milliards. Oui, et qui augmente de 400 milliards par an. Et cela vous inquiète? Bon, le ministre va vous dire, le gouvernement, que ce n'est pas grave puisqu'il faut qu'il soit à 70% du PIB parce que c'est ça le critère de convergence. Et surtout qu'il n'y a plus de limite d'endettement dans le programme ISPE. Oui, attendez, il y a instrument de soutien. Oui, ça c'est avec le fonds monétaire international. Attention, non, il y a le critère de convergence de l'UMOA qu'il faut respecter, qui est de 70% du PIB, donc ça vaut 7 x 8, 56, donc on est vers 5 600 milliards à peu près. Donc il va vous dire, le ministre, j'ai encore une marge d'endettement. Attention, nous quand on calculait pour fixer le seuil à 70%, à l'époque c'était de la dette concessionnelle. Il n'y avait pas de dette commerciale à taux élevé. Il y en avait très peu. Il y avait peut-être la Côte d'Ivoire qui allait au club de Londres dans l'UMOA et peut-être le Sénégal un peu à la marge. En tout cas, après, il était clair que c'est la dette concessionnelle. C'est celle-là, avec évidemment le traitement qu'il faut en faire, qu'on avait fixé ce seuil-là. Oui, et toujours est-il qu'on est loin des 70%. Mais je veux te dire, les 70%. Pourquoi pour autant l'endettement du Sénégal vous inquiète? Oui, c'est pourquoi je suis en train de vous dire. D'abord, les 70%, c'est pour la dette concessionnelle. Oui. Deuxièmement, eh bien, Mamoudou Ibra Kane, ce qui est important aussi, il faut voir, c'est le service de la dette, ce qu'on paye chaque année. Chaque année, ce que le Sénégal doit payer en termes donc de service de la dette, donc amortissement du principal, paiement des intérêts, etc. C'est vers 600 milliards par an. C'est le poste le plus important de dépenses du gouvernement. Et ça, à mon avis... Et non la masse salariale. La masse salariale est un peu en dessous, vers 550. Elle suit après. Pour ce que nous en savons, parce qu'ils peuvent cacher des arriérés encore, ces gens, parce qu'ils font du bricolage. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est le rapport, à mon avis, entre le service de la dette et les recettes fiscales et non fiscales. Ça, c'est du relativement sûr. Les recettes exceptionnelles, c'est un peu aléatoire. Le reste, on emprunte. Et ça, le ministre ne veut pas en parler. Et pourtant, ça, c'est un critère important de viabilité de la dette. Et aujourd'hui, en général, on estime, c'est le Fonds monétaire international, puisque c'est la référence de tout le monde, y compris du ministre. Donc, qui est dans nos murs pour une évaluation, c'est ce qu'on a lu en tout cas. Oui, certainement, ils sont là régulièrement, tous les 3 mois pour voir. Et donc, eh bien, le ministre, c'est d'ailleurs pratiquement l'ambassadeur du Fonds monétaire au Sénégal ici. Et donc, ces gens-là disent que au-delà de 20%, il y a un problème de viabilité de la dette. Et objectivement, et on est à plus de 30% au Sénégal. 400 milliards chaque année. Et on s'endette massivement. Et surtout avec cette histoire donc de partenariat public-privé, cette loi qu'on a votée, moi je ne l'ai pas votée parce que je voyais bien effectivement venir, parce que les PPP, c'est l'instrument aujourd'hui de ce qu'on appelle la finance de l'ombre, les shadow finance là, et où avec les paradis fiscaux, on arrive à faire donc des transferts importants, donc depuis la crise, on le constate au niveau mondial. Et donc, pour vous dire qu'en tout cas, la situation de l'endettement du Sénégal, elle devient de plus en plus inquiétante. Et surtout que cet endettement-là, c'est pour faire des projets à long terme. Et c'est là où je voulais en venir avec Macky Sall et son gouvernement. C'est-à-dire, quand vous investissez, c'est extrêmement compliqué. Il faut que vous ayez un équilibre entre le long terme, le moyen terme et le court terme. Et ça, ils ne savent pas faire. Parce que si tu fais un projet, par exemple, aujourd'hui, ce qu'on fait sur Diamniadio ou même Yass, c'est une affaire de 10 ans. C'est une affaire de 10 ans. Et donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des projets sur 10 ans, mais je dis qu'il faut équilibrer. Il faut équilibrer les investissements sur 10 ans, les investissements sur 5 ans et les investissements sur 2 ans. Votre problème, ce n'est pas donc le fait de s'endetter. Parce qu'il faut quand même financer notre développement, notre émergence. Oui, l'endettement est nécessaire pour nos pays. Encore que, dans l'émergence, eux-mêmes ils le disent, à la page 50 du PSE, ils sortent des indicateurs de pays émergents pour dire voilà vers quoi on doit tendre. L'épargne intérieure des pays émergents, c'est 23%. Nous, on est à 11%. Et donc, ça veut dire qu'il y a des efforts à faire pour améliorer l'épargne intérieure. Mais je veux dire, on doit s'endetter, mais il faut s'endetter pour financer de bons projets par le centre Abdou Diouf, qui ne sert strictement à rien du tout. Le ministre a finalement reconnu que ce n'était pas encore rentable. Voilà. Et il faut savoir investir. Et ça, ce n'est pas facile. On est d'accord. Vous, président de la République, par exemple, Mamoudou Lamine Diallo, vous allez vous endetter parce que vous n'avez pas d'autres ressources. Non. D'abord,
moi, président de la République, d'abord, je règle mon problème de finance. Je vous ai dit. Oui. Ah ouais, il faut que je sache exactement quelle est ma finance. Moi, je ne vais pas laisser ma finance uniquement dominée par les forces extérieures. Il faut financer votre politique économique, premièrement. Deuxièmement, il faut savoir où investir. C'est là où on n'est pas d'accord. Et comment investir? Il faut en plus savoir comment équilibrer ton investissement et ta consommation parce qu'il faut que les gens vivent. Et si je m'endette, je m'assure que la viabilité de ma dette externe, elle est assurée. Mais je ne fais pas n'importe quoi. Et de tout cela, rien n'est fait par l'actuel gouvernement. C'est ce que vous voulez dire? L'actuel gouvernement, de toute façon, il n'y a aucune rationalité dans ce qu'ils font. Ils font les choses au pifomètre, comme Macky Sall, le centre Abdou Diouf. Il paraît que c'est pour faire un appel d'air pour reconstruire une ville nouvelle à Diamniadio. Reconstruire une ville nouvelle, c'est une affaire de 10-15 ans, tout le monde le sait. Et donc, franchement, encore une fois, donc, pour répondre à votre question, on n'a pas encore pris les rails de l'émergence économique dans ce pays. Qu'attendez-vous de la mission du FMI au Sénégal, là, présentement? Bon, non, moi je pense qu'ils feront quelque chose de classique, hein, ce qu'ils ont l'habitude de dire, parce que, évidemment, le Fonds monétaire, ce qui l'intéresse, c'est de voir est-ce que les rapports entre le Sénégal et ses créanciers. On va affoler personne. Ils vont dire que le Sénégal est toujours capable de s'endetter. Voilà, en gros, voilà ce qu'ils vont dire. Hein. Bon, donc il n'y aura rien de nouveau sous le soleil, à mon avis. Et de toute façon, c'est pas avec le Fonds monétaire international que vous allez à l'émergence. C'est pas le problème. Ils sont pas là pour ça. C'est les gendarmes de la finance internationale. La question de l'émergence, ça, c'est une affaire des patriotes. C'est l'affaire des gens qui aiment leur pays, qui veulent effectivement que le pays passe un nouveau régime de croissance économique avec la réduction des inégalités sociales, avec la sortie de l'extrême pauvreté de 40% de la population, avec le problème des inégalités régionales. Vous ne pouvez pas avoir Kédougou, Sédhiou, Matam, Ranérou, et tout est concentré à Dakar. Dakar, je disais au Premier ministre, si tu fais ce que tu vas faire, eh bien, Dakar, c'est 80% du PIB. Donc tu peux même dire que Dakar est émergent déjà, hein, si tu prends le rapport du PNB par habitant de la région de Dakar. L'émergence, une question de patriote, vous n'avez quand même pas le monopole du patriotisme. J'espère que non. Les actuels gouvernants de ne pas être des patriotes. C'est vrai qu'on n'a pas encore inventé des patriomètres pour mesurer le patriotisme des uns et des autres, mais en tout état de cause, je sais que c'est ce qu'il faut. Il faut aimer son pays et de ce point de vue-là, moi je ne suis pas du tout jaloux des Macky Sall et consorts. Question de Abdoul Wahab qui nous permet de parler des ressources comme le pétrole, comme le gaz et d'autres ressources minières bien entendu. Il dit, à votre avis, avec quelle politique économique le Sénégal devrait justement gérer, exploiter les découvertes pétrolières et gazières pour assurer justement son développement? Bon, d'abord, je lui dirais que Macky Sall devrait quand même, en toute modestie, dire que son PSE ne peut plus être le programme sur 25 ans, dans la mesure où, aujourd'hui, il est vérifié que nous avons des réserves importantes de pétrole, qu'on peut produire d'ici 3 ou 4 ans 100 à 150 000 barils par jour. Et vous y croyez par rapport à ce deadline-là? Bon. Moi, en tant que scientifique, je sais très bien qu'il y a des impondérables, tout dépend des prix du pétrole, mais je pense, j'ai discuté avec les gens, j'ai un peu travaillé dans le pétrole quand j'ai fini mes études, c'est jouable pour le pétrole. Pour le gaz, à mon avis, ça peut prendre plus de temps, parce que le gaz, c'est des contrats à long terme, et puis il faut liquéfier une partie, etc. Ça peut prendre plus de temps. Mais en tout état de cause, je pense qu'on va devenir, et ça c'est connu, Abdoulaye Wade lui-même l'a annoncé avant, on a de grandes réserves de gaz. Donc, ne serait-ce que par rapport à ça, il faut qu'il revoie son PSE. Il ne faut pas qu'il nous le présente demain comme une loi d'orientation voilà. Et ça, ce serait catastrophique. Donc, le PSE doit être accéléré en termes d'atteinte des objectifs de l'émergence. D'abord, il faut que les objectifs de l'émergence soient clairs dans la tête des élites politiques sénégalaises. Et de ce point de vue-là, ce n'est pas le cas. Quand vous lisez le PSE, les objectifs sont multiples, ils sont incohérents, on vous aligne une comparaison avec des pays émergents de toute nature. On ne sait pas, est-ce que c'est l'objectif de l'épargne intérieure, c'est l'objectif de l'industrialisation, parce que c'est ça, l'émergence. C'est-à-dire, il faut s'industrialiser. C'est là où il y a les emplois. Ce n'est pas dans l'agriculture, comme ils le disent, c'est faux. C'est dans l'industrie. Peut-être l'industrie agroalimentaire, oui, c'est là où il y a les emplois. Si vous allez dans l'agriculture, vous allez amener donc des tracteurs, des moissonneuses-batteuses, etc. Et donc, de toute façon, vous allez prendre de l'emploi. Et donc, c'est ça,
c'est pas encore très clair et ils veulent pas en débattre. Ils vous menacent dès que vous posez des questions et lorsque vous voulez débattre, ils vous menacent, ils veulent vous envoyer à Kédougou et ça, c'est pas acceptable. Donc, pour parler aujourd'hui de la gouvernance minérale, c'est fondamental pour ces pays. Il nous faut éviter demain ce qui est arrivé au Congo ou Brazza par exemple, pour prendre cet exemple-là, où c'est une famille qui gère la rente pétrolière et gazière. Ce serait catastrophique. Et c'est extrêmement difficile à gérer la rente pétrolière et gazière du point de vue de l'économie. Il faut avoir des institutions solides. Il faut pouvoir absorber ce choc positif de rentrée des devises. Ce n'est pas simple. Si vous allez en Angola, vous allez le voir vous-même, Mahmoud Ibra Kane. Et donc, nous sommes interpellés par rapport à tout ça. Évidemment, il y a ces problèmes de transparence. Tout le monde en parle. Est-ce que vous reprenez à votre compte, justement, les sorties de l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye et de l'inspecteur des impôts, Ousmane Sonko, qui est également un opposant? Il a un parti qui s'appelle les Patriotes. Est-ce que vous reprenez à leur compte leurs sorties interpellant le gouvernement sur la transparence des contrats liés au pétrole et au gaz? Oui, d'une certaine façon, certainement avec plus de rigueur. Ils sont pas assez rigoureux? Oui, parce que ce qu'il faut constater dans cette affaire-là, c'est qu'effectivement, Abdoulaye Wade et Souleymane Ndéné Ndiaye, en partant, avaient signé un décret attribuant un permis d'exploration à un consortium composé de Petrotim, 90%, et Petrosen, toujours 10%. Monsieur Timis même était passé ici en décembre et a rencontré M. Abdoulaye Wade. Mais ce décret n'a pas été numéroté. Je n'ai jamais compris pourquoi d'ailleurs. Ils l'ont signé et contre-signé, ils ne l'ont pas numéroté. Ils l'ont laissé comme ça. Et c'est le premier dossier finalement que le couple Macky Sall Abdoul Mbaye a traité. Et donc, en juin, ce décret sort. En août également, il est prolongé et le gouvernement dit Petrotim a investi 2 millions de dollars de recherche d'exploration dans le nord, le Saint-Louis offshore profond et dans le Cayor profond. Est-ce que c'est vrai ou pas? J'en sais rien. En tout cas, c'est ce qu'ils ont dit. Donc ce sont les deux régimes, celui passé et celui actuel, qu'il faut interpeller. Absolument. Très clairement. D'autant plus que, d'ailleurs, c'est Karim Wade qui était ministre de l'Énergie qui avait préparé le rapport de présentation du décret de Petrotim. Alors, voilà. Maintenant, Petrotim, et c'est ça où il y a le problème. Au bout de 2 ans, disparaît, comme par enchantement, et est remplacé par Timis Corporation. Et ça rappelle Frank Timis, je crois, Timis Corporation. Qui c'est Timis Corporation? Qui sont ces gens-là qui, comme ça, deviennent propriétaires de 90% d'une affaire sérieuse dont on savait avant, puisque Abdoulaye Wade l'a annoncé avant, qu'il y avait des réserves importantes de gaz à Saint-Louis. On sait également qu'en Mauritanie, de l'autre côté, c'est le même champ, on a trouvé du gaz. Alors, qui c'est Timis Corporation? Quand Abdoul Mbaye pose cette question-là, ou Sonko, ils ont raison. Et donc, Timis Corporation prend 60%, ils disent qu'ils ont cédé ça à Cosmos Énergie. Cosmos, enfin, nous, on les a rencontrés dans nos délégations parlementaires, c'est eux qui gèrent le champ Jubilé au Ghana. Donc, ils sont assez connus. Et c'est pas gratuit. Moi, je ne crois pas qu'ils les aient cédé ça gratuitement. Le ministre des Mines dit, faites attention à Ali Ndiaye, il l'a dit sur les ondes même de RFM, on ne peut pas dire publions tous les contrats parce qu'il y a quand même des exigences. Il y a la confidentialité aussi qui entoure ces contrats. Non, mais ça, c'était avant. Qui lie le Sénégal. Quand on faisait le code pétrolier en 98, on nous l'imposait parce qu'à l'époque, nous, on avait besoin des compagnies pour venir explorer ce qu'on peut faire. Mais aujourd'hui, ça a changé. Cosmos au Ghana publie ces contrats. Donc, qu'est-ce que vous demandez, vous? Il faut qu'il les publie. Tous les contrats. Ah oui, absolument. Ça, c'est devenu, je dis, au Ghana, ils le font. Ça, il ne peut plus se réfugier. Je sais que lui, il n'est pas d'accord avec ça. Y compris même dans le domaine des contrats miniers. On a discuté là-dessus. Ils disent non, parce que les compagnies minières disent que y a la concurrence, etc. Et le président Macky Sall a dit au sommet du TICAD, autour du Japon, pour un sommet tenu pour la première fois en terre africaine à Nairobi, il est pour une révision des législations internationales sur les ressources minières. Moi, je sais pas ce qu'il entend par ça, parce que c'est assez vague. En tout cas, ce qui est clair, au Sénégal, il faut les publier. Ça rassure tout le monde. Et de toute façon, Timis Corporation, nous, on va savoir qui c'est. Qui sont ces gens-là? D'autant plus que le frère du président, il dit qu'il n'est pas impliqué là-dedans. C'est pas vrai.
lui-même a dit qu'il a travaillé pour Petrotim. Il a même dit ici qu'il recevait 10 millions par mois de Petrotim. Il l'a dit, tout le monde l'a entendu. Il y a même des maires de Guédiawaye qui l'ont défendu en disant qu'il aidait les populations, etc. Mais c'est facile à aider des populations quand on a 10 millions par mois. Et donc, moi je vous dis, il faut la transparence. Nous n'allons pas accepter que notre pays soit comme le Congo. Qu'une famille, quelle qu'elle soit, puisse gérer la rente pétrolière et gazière. Ça, c'est inacceptable. Et ça, Macky et l'APR doivent le comprendre. Et la gestion et l'exploitation de ces ressources exigent aussi de nous tous certainement, peut-être, mais surtout de vous, acteurs politiques, beaucoup de responsabilités. C'est vraiment un sens élevé du patriotisme. Absolument. Parce que là, pour que vous ne brûliez pas le Sénégal. C'est extrêmement sérieux cette affaire-là. Oui. Je dis souvent, la façon dont on fait la politique au Sénégal va changer. D'autant plus qu'il y a des acteurs politiques qui peuvent être sponsorisés par de puissantes multinationales de l'étranger. Absolument. Et ça existe. Je vous dis, ça existe au Congo. Qu'est-ce que vous dites à l'endroit de tous les politiciens, de toute la classe politique sur ce point? Moi, en tout cas, notre doctrine, c'est le responsabilisme. Nous ne sommes pas des libéraux ou socialistes libéraux ou je ne sais pas quoi. Nous sommes pour le responsabilisme. J'ai écrit un bouquin là-dessus, les principes et méthodes du responsabilisme. Je dis, la gestion de la rente pétrolière et gazière, ce n'est pas une mince affaire. N'est-ce pas? Dans beaucoup de pays, d'ailleurs, au Cameroun ou ailleurs, eh bien, cette rente-là était gérée en dehors du budget. Ce ne sera pas le cas au Sénégal, je l'espère. Il faut se battre pour ça. Et donc, le plus souvent par une caste, quoi. Par une famille, par une vraiment famille. Un club fermé, quoi. Et puis c'est ça qui, demain, va créer les conditions de la guerre civile dont vous parlez. Et ça, c'est pas acceptable. Et dès maintenant, il nous faut avoir des fondations institutionnelles extrêmement solides pour pouvoir gérer ça. Et Macky Sall, on ne peut pas faire l'économie de ce débat-là. Ousmane Sonko, opposant, Ousmane Sonko, inspecteur des impôts, mérite-t-il son sort après ces différentes sorties? Pour certains, c'est un lanceur d'alerte. Pour d'autres, comme le gouvernement, c'est quelqu'un qui profite de sa position de fonctionnaire pour exploiter ça à des fins politiciennes. Bon, moi en tout cas, de ce que j'ai entendu sur les impôts des députés, vraiment, il n'y a rien d'extraordinaire. Il dit que les députés, nos fiches de paie sont connues, que nos impôts sont relativement faibles parce que ce n'est pas calculé sur la base du Code général des impôts. Là-bas, à l'Assemblée nationale, ils disent qu'on utilise un article du règlement intérieur. Donc ça, c'est pas un problème. Je pense qu'effectivement, il y a un problème de l'imposition au Sénégal ici de manière générale. Je vois les gens de la Sénélec, les travailleurs de la Sénélec sont surimposés par rapport aux autres. Souvent d'ailleurs, les catégories inférieures ne sont même pas assurées, je ne suis pas sûr. Donc, il y a un problème général ici, il y a un problème de dette fiscale, c'est clair, c'est connu. Pour moi, je ne vois pas en quoi il doit être persécuté. Sauf que, en réalité, c'est un signal pour tout le monde, pour dire maintenant vous allez vous taire, sinon je vous envoie à Kédougou, et je vais commencer par Ousmane Sonko, et j'estime que le sort là, qui lui est réservé, en tout cas, de toute façon, les gens ne sont pas d'accord, on va le soutenir, et on est contre, de toute façon, ces méthodes de gouvernement. Il dit que le gouvernement veut le radier et même l'emprisonner pour 6 mois. Moi, je trouve vous le prenez au sérieux quand il le dit? Quand on a entendu l'autre jour un député, par le moindre, le président de l'Assemblée de la CEDEAO menacer tout le monde de nous amener à Kédougou, je pense qu'effectivement, il faut être sur ses gardes. On va y aller très rapidement. L'émission Le Grand Jury qui reçoit Mamoud Lamine Diallo, mais 2 mots sur la gestion de 2 DG parce qu'il gère 2 secteurs importants pour le développement du pays. Le directeur général de la Sénélec, qu'est-ce que vous pensez de sa gestion à la lumière de l'accident survenu la dernière fois à Thiès? Bon, je pense qu'il a bénéficié quand même d'un environnement favorable avec la baisse des prix des produits pétroliers. Donc, ce qui fait que les dépenses de la Sénélec en combustible ont beaucoup diminué. Donc, effectivement, sa trésorerie s'est améliorée. Sans doute, il a pu rassurer également le personnel. Il faut le mettre à son crédit. Maintenant, c'est vrai, quand il arrivait également, tous les investissements là qui a été prévus avec beaucoup d'argent, le plan Takal de Karim Wade, etc., sont arrivés à maturité. Ce qui fait qu'il y a une amélioration de la couverture. Voilà moi ce que je peux en dire, mais stratégiquement, ce n'est pas encore clair. Encore une fois, la question de l'énergie, c'est un des piliers de l'émergence. Ce n'est pas clair, parce que si vous voulez passer à 10%, ça veut dire que la consommation d'énergie va être à 13%, on n'en est pas encore là. Le port? Eh bien, le port, écoutez, d'abord, stratégiquement, moi je ne comprends pas, Macky Sall et les Tanor et Moussa Fagnas, d'ailleurs, nous on avait dit qu'on allait auditer le port, qu'on n'était pas d'accord avec des concessions donc sur 25 ans, on continue sur la même lancée, c'est l'affaire de Necotrans,
pour nous, moi je ne comprends pas qu'on puisse donner une concession sur 25 ans. Et donc de ce point de vue-là, le port c'est l'entreprise la plus stratégique du pays et évidemment je ne suis pas satisfait du tout de la gestion du port, ça je l'ai dit et je le répète. Question politique, la double nationalité ou la nationalité à la prochaine élection présidentielle, la question est remise sur la table avec l'interdiction qui devrait être faite aux candidats à l'élection présidentielle. Moi je pense que ce n'est pas... faire des réformes. Oui, l'obligation de renoncer au moins 5 ans avant à une autre nationalité que sénégalaise. Vous savez, Ibra, oui. Moi je suis contre le fait de vouloir faire des réformes pour viser un homme politique. Ça c'est déjà fait sous le Parti Socialiste. Macky Sall, on le lui a fait à l'Assemblée nationale. Ça, c'est mauvais. Cette question de la double nationalité, je l'ai évoquée en premier en 2011. En disant simplement ceci, que je ne suis pas sûr que le Conseil constitutionnel vérifie sérieusement les candidatures à la présidentielle. Je pense, je soupçonne, et je continue de le soupçonner, qu'en 2007, beaucoup de candidats avaient une double nationalité. Et donc, la réforme la réforme qu'il faut faire, c'est qu'il faut donner les moyens au Conseil constitutionnel de vérifier effectivement que les gens ont exclusivement la nationalité sénégalaise. C'est ça qui est important. La déclaration sur l'honneur, contrairement à ce que dit Ismaël Madior Fall ou El Hadj Diouf, ça ne suffit pas. Parce que ici, l'honneur, je ne sais pas ce que c'est, avec ces Warwared, dont le Warwared magistral de Macky Sall. Par conséquent, la déclaration sur l'honneur, ça ne suffit pas. Il faut que le Conseil constitutionnel ait les moyens d'aller en France, en Italie, en Belgique, au Canada, aux États-Unis, vérifier, au moins pour ces pays, pas pour les 180 pays des Nations Unies, ou plus, que effectivement ceux qui sont candidats à la présidentielle, comme le dit la Constitution à l'article 28, qu'ils ont exclusivement la nationalité sénégalaise. Maintenant, c'est ça la réforme. C'est pas une histoire de dire aux gens, il faut 1000 ans avant renoncer à une nationalité, ce n'est pas sérieux. Le Conseil des collectivités territoriales, l'élection au suffrage indirect aura lieu le 4 septembre, dimanche prochain. Teki est déjà partie prenante à ce... Oui, enfin c'est le petit Sénat comme je l'appelle. Oui. On a une liste à Goudomp. Oui. Sénat. Oui, c'est des petits sénateurs, vous savez. Oui, c'est même plus que le petit Sénat. Peut-être ici, c'est le grand Sénat. Le petit Sénat, c'était 100 membres. Aujourd'hui, c'est 150. Ça, c'est clair. Dont 70 nommés par le président. Oui. D'abord, il faut clarifier une chose. Ce qu'on a, nous, mis, Macky Sall a appliqué. C'est clair. On avait prévu ça, mais ce n'était pas du tout pour faire ce qu'il a fait. En ce qui nous concerne, en tout cas, nous avons appelé à battre Benno Bokk Yakaar. Moi, par exemple, les 20 conseillers de Teki à Dakar ne vont certainement pas voter pour Benno Bokk Yakaar. Ça, c'est clair. Nous allons certainement voter pour la liste présentée par Taxawu Dakar, même si nous avons beaucoup de réserves sur la gestion de certains de nos maires. En tout état de cause, c'est ça notre point de vue. Partout au Sénégal, il faut battre Benno Bokk Yakaar, bien que cette institution-là n'apporte aucune valeur ajoutée dans ce pays. Êtes-vous favorable à ce qu'un certain Ousmane Tanor Dieng pressenti, on l'a dit, répété, à la présidence du futur HCCT? Écoutez, moi j'ai rien contre Ousmane Tanor Dieng, donc franchement, c'est quelqu'un qui a quand même du vécu et qui a une personnalité. S'il est à la tête, ce sera certainement mieux que si c'est comme ceux qui certainement dirigent d'autres institutions dans ce pays-là. En tout état de cause, ça ne va rien apporter. Je pense qu'on l'a mis là pour pouvoir l'enchaîner et obliger le Parti socialiste à soutenir Macky Sall à la prochaine présidentielle. Adoption en procédure d'urgence, et c'est la dernière question, de la refonte du fichier électoral. Vous êtes député, vous avez assisté à cette séance avec 2 millions d'électeurs menacés de radiation. L'UNIS a saisi la Cour de justice de la CEDEAO. On ne vous entend pas assez sur cette question. Peut-être, oui. C'est peut-être parce que les médias... mais nous nous sommes battus à l'Assemblée nationale contre ça, depuis le début, contre ce projet. Et donc, j'estime que c'est très grave. Comme je vous ai dit, Macky veut calibrer son fichier en y mettant ses boursiers familiaux, plus ses adeptes de l'APR, et l'aristocratie de l'APR et leurs obligés, et ceux de Benno Bokk Yakaar. Et donc tout le reste, aujourd'hui, une menace pèse sur eux. Et ça, vraiment, Mamadou Ibra Kane, c'est antidémocratique, il faut bloquer ça. Mamadou Lamine Diallo, économiste, président du mouvement Teki, député à l'Assemblée nationale, merci d'être revenu au grand jury 5 ans après. À la technique, Vincent Diop, digital manager Cherfal. Bon dimanche. Dans un instant, le journal de midi, Ismaïla Kamara. Rendez-vous dimanche prochain. Merci. À bientôt.